Un rapport du Sénat vient de paraître et il y a de quoi être attentif. Il se penche sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, la montée des mouvements masculinistes. On va décortiquer ça ensemble pour voir ce qu'il y a vraiment dedans. Dès le départ, le constat est posé et il est direct. Le rapport considère que ces mouvements sont l'un des principaux carburants de ce qu'on appelle le backlash. C'est un terme anglais pour dire retour de bâton, une sorte de contre-offensive mondiale qui menace de fragiliser des décennies d'avancées pour les droits des femmes. Et attention, on n'est pas du tout dans la théorie. La menace, elle, est bien réelle. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter ce que rappelle la sénatrice Dominique Verrian. En France, un jeune homme a été mis en examen pour un projet d'attentat terroriste inspiré par l'idéologie incel. Les incels, ce sont ces célibataires involontaires qui développent une haine féroce contre les femmes qu'ils tiennent pour responsables de tout leur malheur. Ça montre bien qu'on a dépassé le stade du débat d'idées, on parle là d'une menace concrète. Du coup, première partie, pourquoi est-ce que le rapport parle d'une menace démocratique ? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'un problème social parmi d'autres. Non, selon le Sénat, ça va bien plus loin. Ça touche aux fondations mêmes de nos démocraties. Et c'est vraiment le point central à retenir. On pourrait avoir l'impression que c'est un truc un peu marginal, qui concerne quelques groupes d'extrémistes sur Internet. Mais la conclusion du rapport, c'est tout l'inverse. Le masculinisme, sous toutes ses formes, est bien devenu un défi majeur pour nos sociétés. D'accord, on parle de menaces, de défis majeurs, mais au fait, le masculinisme, c'est quoi exactement ? C'est une excellente question, et avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit bien au clair sur la définition. Le rapport se base notamment sur la définition de l'historienne Christine Bard. Elle explique que c'est avant tout un contre-mouvement, c'est-à-dire qu'il se construit en opposition au féminisme. L'idée centrale, c'est une sorte de posture de victime. Les hommes seraient les vrais opprimés d'une société devenue trop féminine et ils devraient se battre pour retrouver une autorité qu'ils estiment avoir perdue. Et là, il y a un point vraiment fondamental, pour ne pas tomber dans un piège classique. On entend parfois que le masculinisme serait l'équivalent du féminisme, mais pour les hommes. Eh bien, le rapport est très clair. C'est une fausse équivalence. Le féminisme vise l'égalité entre les genres. Le masculinisme, lui, est une réaction qui veut restaurer une hiérarchie. Ce ne sont absolument pas les deux faces de la même médaille. Pour bien visualiser le phénomène, Christine Bard utilise une image très parlante, celle de l'iceberg. Ce qu'on voit, la toute petite pointe qui sort de l'eau, c'est le masculinisme militant, le plus visible. Juste en dessous, il y a une couche bien plus large d'antiféminisme. Encore plus bas, on trouve une misogynie culturelle, beaucoup plus diffuse, presque banalisée. Et tout ça repose sur une base gigantesque et invisible, les structures de la société patriarcale. La pointe ne pourrait tout simplement pas exister sans tout ce qui est immergé. Bon, maintenant qu'on a posé la définition, voyons comment ces idées se propagent avec une efficacité assez redoutable. Et là, sans surprise, il va falloir parler d'Internet. Le rapport insiste vraiment sur le rôle d'accélérateur que joue l'écosystème numérique. Il y a cette phrase dans le rapport qui est particulièrement marquante. En ligne, aujourd'hui, tous les chemins semblent mener au masculinisme. Ça dit bien à quel point ces contenus sont devenus omniprésents et à quel point il est difficile, surtout pour un jeune public masculin, de passer à côté. Et le mécanisme de radicalisation est bien huilé et assez insidieux. Ça commence souvent avec des contenus qui semblent inoffensifs, sport, développement personnel, finance, et puis les algorithmes, dont le seul but est de capter l'attention, vont petit à petit proposer des vidéos de plus en plus polarisantes, puis carrément misogynes. C'est un engrenage qui peut finir par enfermer les gens dans des communautés fermées et violentes. Et ce qui est le plus frappant, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. 20 minutes. D'après les experts entendus pour le rapport, c'est le temps moyen qu'il faut pour qu'un jeune homme se voie proposer ce genre de contenu sur ses réseaux. 20 minutes. Ça donne une idée de la puissance de ces algorithmes. Il ne faut pas non plus oublier que derrière cette idéologie, il y a un vrai business, et un business très lucratif. Un journaliste qui a enquêté en infiltration raconte s'être vu proposer un coaching pour devenir un homme nouveau pour 2 000 €. On monétise le mal-être en vendant des prétendues solutions miracles. Le rapport utilise d'ailleurs une expression très forte pour qualifier ces influenceurs, des marchands de misère. C'est une formule qui résume parfaitement ce modèle économique prédateur qui prospère sur les insécurités et les fragilités. Cette toile de la haine en ligne nous amène à un autre point crucial du rapport. Il ne s'agit pas juste d'une poignée d'influenceurs qui agissent chacun dans leur coin. Derrière se dessine un mouvement bien plus vaste, transnational et très, très bien organisé. C'est un point essentiel. Ce qu'on appelle la manosphère sur Internet, ce n'est en fait que la vitrine d'un projet politique beaucoup plus large et structuré. Un mouvement mondial qualifié d'anti-droit. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'attaque pas seulement aux droits des femmes, mais aussi à ceux des personnes LGBTQIA+, aux droits sexuels et reproductifs. En fait, à toute vision jugée progressiste de la société. Et ce mouvement dispose de moyens financiers colossaux.
Prenez ce chiffre, 1,18 milliard de dollars. C'est le montant des financements anti-genre qui ont été identifiés rien qu'en Europe, sur une période de seulement 4 ans. Ça donne le vertige et ça montre la puissance de frappe de ces réseaux. Et tout ça ne vient pas de nulle part. Le rapport retrace une stratégie de longue haleine qui a commencé il y a près de 50 ans aux États-Unis, qui s'est structurée, financée puis internationalisée au fil des décennies pour devenir le puissant réseau qu'on observe aujourd'hui. Pour prendre un exemple très actuel de cette stratégie, le rapport mentionne le projet 2025 aux États-Unis. C'est un document de plus de 900 pages, un véritable manuel pour une prise de pouvoir institutionnelle par les ultra-conservateurs. Et c'est un modèle qui est clairement pensé pour être exporté dans d'autres démocraties. Bon, face à ce constat assez lourd, la question est évidente. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Heureusement, le rapport du Sénat ne se contente pas de tirer la sonnette d'alarme, il explore aussi des pistes d'action concrètes. 3 grands piliers se dégagent. Le premier, c'est l'éducation. C'est la base de tout. Renforcer l'éducation à l'égalité et au consentement dès le plus jeune âge pour donner des outils critiques. Le deuxième, c'est la régulation. Il faut enfin que les plateformes numériques prennent leurs responsabilités et arrêtent d'amplifier la haine. Des lois existent, comme le Digital Services Act européen, il faut les appliquer fermement. Et le troisième pilier, c'est une action politique coordonnée. La menace est mondiale, la réponse doit l'être aussi, en unissant les forces des États, des associations et des partenaires internationaux. Évidemment, tout ce qu'on vient de voir est tiré du document officiel, le rapport d'information du Sénat, rédigé au nom de la délégation aux droits des femmes par les sénatrices Annick Billon, Béatrice Gosselin, Laurence Rossignol et Dominique Vérien. C'est précisément l'objectif de notre chaîne Rapport en clair, rendre ces documents officiels accessibles et compréhensibles pour tout le monde. Pour finir, le rapport nous laisse avec cette question qui est en fait un défi. Le comprendre pour mieux le combattre. La première étape, c'est donc de prendre la mesure du problème. Mais la vraie question qui reste en suspens, c'est « sommes-nous collectivement prêts à relever ce défi ?» Voilà pour ce décryptage du rapport du Sénat. Si ce format vous a intéressé et que vous voulez continuer à explorer avec nous des documents officiels pour mieux les comprendre, le plus simple, c'est de vous abonner à Rapport en clair et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. À bientôt.